j'ai un aveu fou à faire, quelque chose que presque personne dans ma vie ne sait, à part ma famille. Je suis allergique au savon. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Comme si j'inventais tout. J'aimerais que tout cela ne soit qu'un mensonge, mais c'est une situation bien réelle, et j'y fais face depuis des années maintenant. Quand j'étais petite fille, tout était normal dans ma vie. Je prenais des douches et des bains comme tout le monde. J'utilisais des savons et des shampoings sans aucun problème. Mais apparemment, si la plupart des allergies commencent dès l'enfance, d'autres peuvent se développer à l'âge adulte. Dans mon cas, cela s'est produit lorsque mes hormones ont commencé à devenir déjantées, pendant mon adolescence. Et au début, j'ai pensé que c'était la pire chose qui pouvait m'arriver. Tout a commencé lorsque ma peau est devenue toute rouge et sèche après avoir pris des douches. Je n'étais pas sûre de ce qui pouvait se passer, mais étant jeune, je n'y prêtais pas beaucoup attention. Après tout, je rougissais un peu, mais ma peau ne cessait d'empirer et puis j'ai commencé à avoir ces marques rouges et ma peau est devenue très irritante. Bien qu'après un certain temps, elle s'améliorait, jusqu'à la toute prochaine douche. Donc après quelques semaines de ce phénomène régulier, j'ai parlé à ma mère et elle m'a emmenée chez le médecin immédiatement, réalisant que quelque chose ne tournait pas rond. Le médecin m'a dit qu'il allait faire des tests et je me suis vraiment inquiétée, pensant que je pourrais être malade. Il m'a dit que ce n'était pas grave et qu'il s'agissait simplement d'un test d'allergie qui m'aiderait à résoudre mes problèmes de santé. Ils ont découvert que j'étais allergique à des produits chimiques courants utilisés dans les savons commerciaux. Et c'est précisément la raison pour laquelle j'avais ces réactions étranges après la douche. Le médecin m'a expliqué qu'il fallait que j'arrête complètement de l'utiliser, car cela ne ferait que s'aggraver avec le temps. Imaginez comme j'étais inquiète. J'étais terrifiée à l'idée de devoir aller à l'école en sentant mauvais. Je serais tout le temps sale et les gens se moqueraient de moi. Le médecin nous a dit, à ma mère et moi, de ne pas nous inquiéter, car je pourrais toujours me nettoyer. L'eau m'aiderait toujours à éliminer les odeurs, mais sans le savon. Non seulement je n'aurais pas de réaction allergique, mais cela n'éliminerait même plus les huiles naturelles de ma peau, ce qui est apparemment une excellente chose. Les savons assèchent généralement la peau, m'a-t-il dit, et je dois admettre que je pensais qu'il essayait juste de me faire sentir mieux par rapport au genre de vie sale et malodorante que je serais obligée d'endurer à partir de ce moment. J'étais si sceptique que j'ai pleuré tout le long du chemin du retour. J'ai dit à ma mère que je ne voulais pas être harcelée à l'école et sembler sale, mais elle m'a dit que le médecin avait été très utile et que nous devions nous fier à ses conseils. J'ai donc arrêté d'utiliser du savon et j'étais constamment inquiète de sentir mauvais dans chaque pièce où je rentrais. Vous ne pouvez même pas imaginer ma surprise quand cela n'est pas arrivé du tout. Après des semaines de douche sans un seul morceau de savon, ma peau a commencé à paraître plus saine et moi à me sentir mieux. On me complimentait tout le temps. Mes amis me demandaient quel savon j'utilisais et je mentais en inventant différentes marques dont je n'avais jamais entendu parler, trop gênée pour admettre la vérité. Ils se seraient moqués de moi si je leur avais dit que je n'en utilisais pas. Mais si seulement ils avaient su que cela faisait briller ma peau, peut-être auraient-ils suivi mon exemple, voyez-vous. Je dois admettre que cette odeur douce et fleurie que j'ai pu apprécier après m'être lavée avec du savon me manque vraiment. Mais c'est le seul inconvénient de ne pas pouvoir l'utiliser. Ma peau n'est plus rouge et sèche. Elle avait plutôt un bel éclat. Et elle était si douce au toucher. Avant, j'avais besoin de beaucoup d'hydratants et de crème, mais maintenant, je n'en utilise plus du tout. Ma peau est naturellement hydratée et lisse. J'ai aussi réussi à économiser beaucoup d'argent, ce que je n'ai pas vraiment remarqué au début, car mes parents payaient mes dépenses, mais c'était super une fois que j'ai déménagé et que j'ai commencé à vivre seule. J'ai fait quelques recherches sur mon allergie et apparemment, c'est très inhabituel, car peu de gens en souffrent. C'est pourquoi je n'ose pas en parler à mes amis et connaissances ayant peur qu'ils me taquinent à ce sujet. Ou qu'ils pensent que je suis bizarre. Pire encore, ils penseraient peut-être que j'invente une fausse allergie. Il m'a fallu un certain temps pour me sentir à l'aise avec mon état, mais maintenant je l'ai accepté, puisque c'est quelque chose que je ne peux pas changer. Honnêtement, même si cela peut paraître étrange, je suis assez heureuse de mon allergie. Grâce à elle, j'ai découvert que j'ai vraiment pas besoin de savon pour avoir une peau saine et propre, et personne dans ma vie n'a jamais mentionné que je sentais mauvais. En fait, on dit que je ne sens rien du tout, ce qui est plutôt bien, d'une manière étonnante. Peut-être qu'un jour je serai assez courageuse pour avouer mon allergie à mes amis. Et je suis sûre que ce jour-là, certains d'entre eux pourraient même décider d'arrêter le savon. Je crois vraiment qu'à long terme, c'est mieux pour notre peau, allergie ou pas. Je n'ai pas eu de boutons depuis des années et les gens complimentent ma peau tout le temps. C'est donc mon grand secret. Pas si fou une fois qu'on l'a mieux compris, n'est-ce pas? Bonjour, je m'appelle Sacha et j'ai un gros problème que je gère depuis des années. C'est vraiment grave.
Et je parie que ça va vous surprendre. Je suis allergique à l'alimentation. Cela semble fou, je sais. Et j'aimerais que ce soit un gros mensonge, mais ce n'est rien d'autre que la vérité. Cela fait de ma vie un enfer, et même quelque chose d'aussi simple que de manger un biscuit m'est interdit. Laissez-moi vous parler un peu de ma maladie. Quand j'étais petite fille, j'avais du mal à retenir ce que je mangeais. J'étais très maigre et j'avais de terribles maux d'estomac. J'ai consulté tant de médecins, mais aucun n'a pu apporter une solution à mes parents. Mes parents espéraient qu'une fois adulte, j'irais mieux, mais c'était tout le contraire. Au fil des ans, mon état s'est aggravé. Encore et encore, j'ai passé beaucoup de temps dans les hôpitaux, et cela a affecté toute ma famille. Ma mère et mon père étaient vraiment heureux quand ils se sont mariés pour la première fois, et ils ont eu mon frère aîné avant que j'arrive pour tout leur gâcher. Je sais que ce n'est pas ma faute, mais je me sens quand même coupable. Ils ont dû dépenser tant d'argent pour les études, les visites chez le médecin, les factures d'hôpital. Cela semblait ne jamais finir. Et les choses n'ont fait qu'empirer lorsque je suis entrée dans la puberté et que ma maladie a commencé à montrer son vilain visage. Chaque fois que je mangeais, il se passait quelque chose de vraiment bizarre. Mes joues explosaient comme un poisson globe. C'était vraiment dégoûtant. Je devenais toute rouge et souffrais, et j'avais l'impression que je ne pouvais même plus avaler. Ma mère a paniqué et m'a emmenée d'urgence à l'hôpital, et c'est là que les médecins ont enfin compris ce qui m'arrivait. Apparemment, j'étais allergique à l'alimentation. Chaque fois que de la nourriture se mélangeait à ma salive, cela provoquait une légère réaction anaphylactique. Et pire encore, les médecins pensaient que cela ne ferait qu'empirer avec le temps. Ils ont recommandé de nombreux traitements différents, mais rien n'a fonctionné. J'ai essayé des injections, des baumes et tant de types de pilules. Il me semblait que chaque jour je devais prendre un nouveau médicament. Ma mère voulait que je subisse une opération chirurgicale expérimentale et risquée qui coûterait une fortune, et elle était prête à prendre une hypothèque sur notre maison pour que cela se réalise. Le problème, c'est que l'opération était très risquée et qu'elle pouvait donc finir par me rendre encore plus malade. Ou pire. Papa a refusé d'autoriser cette opération, car il était trop préoccupé par les éventuels effets secondaires. Ils ont commencé à se disputer tout le temps, et plus j'étais malade, plus leur relation se détériorait. Je n'arrivais pas à y croire quand ils ont décidé de divorcer. C'était si dur de devoir gérer tout ça depuis un lit d'hôpital. Non seulement j'ai dû faire face à l'éclatement de ma famille, mais j'étais aussi inquiète pour ma propre vie. Les humains ont besoin de manger, n'est-ce pas? Et comment allais-je survivre si j'étais allergique à l'idée de me nourrir? C'était un problème impossible à traiter et j'avais l'impression de mourir de faim tout le temps. Mais finalement, les médecins se sont mis d'accord sur une solution potentielle qui pourrait changer ma vie. Elle n'était pas encore parfaite, mais c'était déjà quelque chose. Ils allaient mettre un tube qui allait directement dans mon estomac et qui conduisait à un petit sachet antiseptique sur le côté de mon abdomen. Chaque fois que j'aurais besoin de manger, je ne prendrais pas mon repas dans une assiette. Je ne pouvais pas du tout le goûter. Non, je n'avais pas la possibilité de savourer un bon morceau de steak ou une part de gâteau. Je devais plutôt mélanger mes aliments et les conserver dans mon sachet. De cette façon, je pouvais éviter de mâcher et d'avoir des réactions allergiques. Mais en même temps, je devais me nourrir d'une manière ou d'une autre. C'était vraiment déprimant. Je ne pouvais pas apprécier la nourriture comme tout le monde autour de moi. Je ne pouvais pas sortir en rendez-vous et me comporter comme une fille normale de mon âge. Être intime avec quelqu'un que j'aimais était aussi difficile car je ne pouvais pas aller trop vite ou trop fort. Après tout, le sachet pouvait se détacher à chaque mouvement brusque et ce serait un désastre. Je me retrouverais à nouveau à l'hôpital. Les gens me traitent toujours différemment, comme si j'étais une sorte d'œuvre de charité, et je dois faire face à cela parce qu'ils ont de bonnes intentions. Je veux être comme tout le monde, et c'est très difficile quand tout le monde me traite comme si j'étais faite de cristal. En plus, c'est difficile de cacher le sachet médical attaché à mon côté. Ce n'est donc pas comme si je pouvais prétendre que tout allait bien pour moi. Même aller à l'université est un combat, mais je suis déterminée à finir mes études et à faire quelque chose de moi-même. Au lieu de dépendre de ma famille toute ma vie, vivre avec cette maladie a vraiment été un défi. Mais je suis toujours reconnaissante d'être en vie. Ma mère et mon père m'ont vraiment soutenue, même s'ils ne sont plus ensemble. J'espère qu'un jour les médecins découvriront un nouveau type de chirurgie qui pourrait m'aider à résoudre ce problème une fois pour toutes. Mais jusqu'à présent, je dois gérer mes allergies du mieux que je peux. Merci d'avoir regardé. Quelle est la pire maladie que vous ou quelqu'un que vous aimez ayez connue? Et n'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos de la chaîne. Je m'appelle Cécilie et je suis allergique à la respiration. Vous vous demandez peut-être comment je suis encore en vie et vous parlez de ma maladie? La situation n'a pas été facile et j'ai de la chance d'avoir survécu.
Quand j'étais plus jeune, tout était normal. Mes parents étaient riches et influents et ils m'ont envoyé dans les meilleures écoles possibles. Même s'ils étaient très occupés par leur travail, ils ont toujours réussi à trouver du temps pour moi. J'étais leur fille unique et ils m'ont adorée tout au long de mon enfance. Ils ont tous deux travaillé dans le système de santé en tant que cadre supérieur et grâce à tout ce que j'ai appris d'eux, j'ai découvert ma véritable vocation dès mon plus jeune âge. Je veux être médecin, surtout maintenant que je souffre d'une maladie qui met ma vie en danger. J'étais vraiment une enfant heureuse. Rien ne semblait anormal. Il y a des choses que nous faisons tous les jours et que nous considérons comme allant de soi. Croyez-moi, quand on ne peut pas faire quelque chose d'aussi simple que respirer, on se rend compte de la chance qu'on avait avant. Une semaine avant que ma vie ne soit bouleversée, je suis tombée d'une balançoire à l'école et j'ai eu un très gros bleu et un énorme mal de tête. Mais rien d'autre n'est arrivé. Je n'ai même pas saigné. Mes parents ont été appelés et ils m'ont emmené chez le médecin au cas où, mais il leur a dit que ce n'était qu'une bosse. Nous n'avons donc pas beaucoup réfléchi et nous avons continué notre journée. Le mal de tête a persisté pendant quelques jours, mais cela semblait être un effet normal de ce petit accident. Puis un jour, tout a changé. Tout est passé en un seul instant. À un moment, je jouais dans le jardin de ma maison, et le suivant, j'étais à bout de souffle et je tombais à plat ventre sur le sol. Ma mère, qui était assise à quelques mètres de moi et buvait un thé froid en me regardant jouer, s'est précipitée pour m'aider. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Ce n'était pas comme si quelque chose me faisait mal ou que je m'étais coupée. Je ne pouvais tout simplement pas respirer. Et la situation s'aggravait de minute en minute. J'ai fini par perdre conscience et maman m'a dit plus tard qu'à l'arrivée de l'ambulance, j'avais complètement arrêté de respirer. Vous pouvez imaginer à quel point ma mère était inquiète. Elle est montée dans l'ambulance avec moi et a regardé les médecins essayer de me sauver la vie. Les ambulanciers ont été obligés de mettre un masque sur ma tête pour m'aider à respirer, car je ne semblais pas pouvoir le faire toute seule. Ils pensaient que je pouvais avoir une sorte de choc anaphylactique, et ils n'avaient pas tout à fait tort. Il faudrait beaucoup plus de temps pour découvrir réellement ce qui ne va pas chez moi. Quand je suis arrivée à l'hôpital, les médecins ont enlevé le masque qui m'aidait à respirer, et j'ai recommencé à rechercher désespérément de l'air, comme je l'avais fait dans le jardin. Comme avant, la situation n'a fait qu'empirer, mais heureusement j'étais déjà entourée de professionnels de la santé. Ils m'ont reconnecté à l'appareil de respiration assistée et m'ont donné des sédatifs pour me calmer, car j'avais une crise de panique terrible. Quand je me suis réveillée, ma mère et mon père étaient assis à côté de moi. Ils avaient l'air terriblement soucieux et m'ont dit que les médecins faisaient toutes sortes de tests pour découvrir ce qui m'était arrivé. Un des médecins est entré dans ma chambre d'hôpital un peu plus tard et il a commencé à me poser quelques questions pour mieux comprendre ce qui s'était passé la veille. Je lui ai dit que je ne semblais pas être capable de respirer par moi-même. Bien sûr, tout le monde était si perturbé. Comment une jeune fille en bonne santé pouvait-elle être incapable de respirer tout d'un coup? Ils ont fait tellement de tests, mais rien ne semblait expliquer ma maladie. C'était jusqu'à ce que ma mère se souvienne de l'incident des balançoires. Se pourrait-il qu'il s'agisse de bien plus qu'une simple bosse inoffensive sur la tête? Ils ont décidé de jeter un coup d'œil à mon cerveau. J'ai passé une IRM et c'est là que tout est devenu clair. Ils ont été choqués par les résultats et les ont répétés 2 fois de plus. Ils n'avaient jamais rien vu de pareil. La partie de mon cerveau qui contrôle la respiration avait cessé de fonctionner. Il n'y avait presque plus d'activité dans cette zone et ils pensaient que cela ne ferait qu'aller de mal en pis. Il semblait que le fait de cogner ma tête contre le sol avait produit une hémorragie interne dans mon cerveau et personne ne l'avait remarqué. Maintenant, il était trop tard pour faire quoi que ce soit. Cela signifiait que la seule façon pour moi de survivre était de porter constamment un appareil respiratoire. Mes parents étaient dévastés et j'ai complètement paniqué. Ils refusaient de croire qu'il n'y avait pas de solution à mon problème. J'ai commencé à aller voir les médecins les uns après les autres, encore et encore. Mes parents voulaient découvrir une éventuelle chirurgie qui pourrait réactiver cette zone de mon cerveau. Peu importe le nombre de spécialistes que nous avons consultés, ils ont tous donné la même réponse à mes parents. Il n'y avait rien à faire. Maman et papa ne pouvaient pas accepter le fait que je ne pouvais tout simplement pas être remise sur pied. Après 2 ans de tentatives de traitement de toutes sortes, je leur ai finalement demandé d'arrêter. J'étais prête à accepter le fait que je devrais toujours me promener avec une machine attachée au visage. Ils ont accepté à contre-cœur, mais m'ont quand même aidé à chaque étape. J'ai fait une demande d'admission à l'université. Et j'ai réussi à me faire admettre. Il est difficile de mener une vie normale avec mon état, mais je suis une battante et je refuse d'abandonner. Aujourd'hui, plus que jamais, je suis déterminée à devenir médecin. Je veux aider les personnes atteintes de maladies rares. J'ai de la chance que mes parents soient riches et qu'ils puissent s'offrir la machine dont j'ai besoin pour vivre. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas cette chance. Et je veux consacrer ma vie à améliorer leur qualité de vie. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos de la chaîne. Bonjour, je suis Rose, et je suis allergique à la parole.
Vous vous demandez peut-être comment je peux vous raconter cette histoire. J'ai une application spéciale sur mon téléphone qui traduit tout ce que je tape en mots parlés. J'ai dû l'utiliser pour communiquer avec les autres depuis que j'ai appris à écrire. Vous pensez peut-être qu'il est impossible d'être allergique à la parole, mais je vous assure que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas que je sois muette, j'ai la capacité de parler, mais mes cordes vocales sont vraiment irritées et gonflées dès que j'essaye de le faire. Je suis née comme ça, et au début personne ne l'a vraiment remarqué. Mais quand je me mettais, même pas à roucouler ou pleurer, ma mère commence à s'inquiéter. Elle me voyait essayer de crier et puis j'avais l'air d'avoir mal. Au début, les médecins ne comprenaient pas ce qui m'arrivait. C'était si étrange. Ils ont dû faire quelques tests et regarder mes cordes vocales avec une petite caméra. C'est alors qu'ils ont remarqué à quel point elles étaient enflammées. Le médecin a expliqué à ma mère et à mon père que j'avais une étrange allergie. Chaque fois que les cordes se frottaient l'une contre elles, elles développaient une réaction allergique qui pouvait devenir vraiment douloureuse et dangereuse si je m'efforçais de parler. Mes parents voulaient que je mène une vie normale. Ils ont donc refusé d'accepter qu'ils ne pouvaient rien faire pour m'aider. Ils ont gaspillé la moitié de leur salaire mensuel pour m'emmener chez toutes sortes de médecins et de spécialistes. Avant d'avoir 7 ans, j'étais allée si souvent à l'hôpital que j'avais l'impression que c'était ma deuxième maison. J'ai également dû subir des centaines d'examens différents, dont certains étaient très douloureux. Nous avons tout essayé. Pilules, piqûres, longs traitements, rien ne fonctionnait, peu importe les efforts que nous faisions. Mes parents continuaient à payer pour de nouvelles solutions soi-disant miracles, mais c'était sans espoir. Quand j'ai eu 10 ans, j'ai dit à mes parents que je ne voulais pas continuer à aller chez le médecin tout le temps. J'étais d'accord avec ma condition. Ils ne m'ont pas entendu au début, car ils savaient que j'avais vraiment du mal avec ça. J'ai expliqué que même si ce n'était pas facile, j'étais fatiguée des traitements. La plupart étaient inconfortables, et certains étaient vraiment douloureux. Je voulais juste essayer de vivre une vie aussi normale que possible, avec mon état. Se faire des amis n'était pas facile, et communiquer avec les personnes de mon entourage était également un combat. J'ai appris le langage des signes, mais la plupart des gens n'y connaissent rien. J'ai donc emporté mon téléphone portable partout où j'allais. Et j'ai tapé ce que je voulais dire. Les conversations avec moi peuvent durer très longtemps, et c'est super ennuyeux. Quand j'essayais d'inviter un gars à sortir, il s'est ennuyé que je continue à envoyer des SMS. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas s'imaginer sortir avec quelqu'un de cette façon. Je ne suis pas seulement allergique au fait de parler ou de crier. Je ne peux même pas rire à voix haute. Alors quand j'entends une blague drôle, ou que je vois quelque chose d'amusant sur Internet, j'ai l'air vraiment bizarre. J'ouvre la bouche et je bouge mes épaules de haut en bas, comme si je riais. Mais aucun son ne sort. On dirait que quelqu'un a coupé le volume. Les gens me trouvent bizarre avant que je leur parle de mon état. Vous pouvez imaginer que j'ai souffert de beaucoup d'intimidation à l'école. La plupart des élèves me traitaient de monstre et j'avais vraiment du mal à me faire de nouveaux amis. Parfois j'oublie que je ne peux pas parler du tout et j'essaye automatiquement de crier quand j'ai peur, par exemple. C'est là que les choses se gâtent parce que mes allergies se déclenchent. Mon visage et ma gorge deviennent super rouges et gonflés et j'ai du mal à respirer. J'ai toujours un EpiPen sur moi au cas où, mais je n'ai jamais eu à l'utiliser. La plupart du temps, c'est juste douloureux et inconfortable, mais sans danger pour la vie. Du moins, pas jusqu'à présent. Les médecins ne savent pas comment mon état va évoluer avec l'âge. Ils craignent que mon stress normal ne finisse par déclencher une autre réaction allergique, et je dois donc me faire examiner 2 fois par an. Je me sens parfois comme un monstre, surtout avec les gens qui ne me connaissent pas. Je passe tous mes tests sous forme écrite, je n'ai donc jamais d'examen oraux. Après tout, cela me prendrait une éternité pour taper les réponses sur mon téléphone portable. Je me demande parfois à quoi ressemblera ma vie d'adulte. Je ne sais pas si les gens voudront donner un travail à une fille qui a une allergie si rare. Mes parents sont géniaux, mais ils peuvent être un peu autoritaires. Même aujourd'hui, lorsque je leur ai dit que je ne voulais plus de tests ou de traitements, ils essayent de régler mon problème. Tant de médecins leur ont dit qu'il n'y avait pas de solution à mon problème. Et ceux qui leur disent qu'ils peuvent me guérir sont toujours des menteurs. Imaginez combien d'argent ma mère et mon père ont gaspillé en médicaments, soi-disant miracles. J'ai même rendu visite à plusieurs guérisseurs holistiques. Et ils n'ont rien fait pour moi. Ils ont juste fait payer maman et papa pour des rituels bizarres. Je termine le lycée cette année et j'ai fait une demande d'inscription à l'université. J'espère que j'aurai la chance de prouver que même avec ma condition, j'ai vraiment beaucoup de potentiel. Il a été difficile de vivre avec cette allergie toute ma vie. Et parfois, c'est vraiment douloureux. Mais je suis déterminée à ne pas me laisser abattre. Peut-être parviendrai-je à créer une application qui facilite la communication et aide les gens comme moi, et à connaître un réel succès.
Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos sur la chaîne. Je suis au collège et j'ai une allergie grave qui a changé toute ma vie. Le dentifrice. Tout a commencé il y a quelques années lorsque j'ai commencé à avoir des plaies douloureuses à l'intérieur et autour de la bouche, ainsi qu'une irritation de la langue. Ma bouche et ma langue saignaient pendant des heures. Après quelques semaines, ma mère et moi sommes allés voir un médecin. Il nous a dit que c'était mon dentifrice qui avait provoqué une réaction aussi violente. Au début, nous pensions qu'il s'agissait d'un ingrédient spécifique de mon dentifrice. Alors nous avons essayé de changer de marque. Ensuite, nous avons changé à nouveau, et encore, et encore. Peu importe ce que nous avons adopté, rien n'y fait. Le médecin a donc recommandé de faire un test d'allergie. Vous voyez, dans mon test, ils ont percé de minuscules trous dans ma peau, puis m'ont injecté des allergies connues, et certaines peu communes, dans le dos, en particulier celles que l'on trouve dans le dentifrice. En testant un certain ingrédient courant, nous avons découvert que mon allergène se trouvait dans tous les dentifrices que nous avons pu trouver. Vous pouvez le croire? Cela signifiait que je ne pouvais pas me brosser les dents. Au début, je ne m'en souciais pas tant que ça. Je pouvais encore utiliser le fil dentaire. Alors j'ai pensé que tout irait bien. Mais au fil des jours, mon haleine a commencé à vraiment sentir mauvais. J'ai appris que la mauvaise haleine ne venait pas seulement de la nourriture entre les dents. Elle peut également provenir d'une accumulation sur les dents et la langue lorsque vous ne vous brossez pas correctement. C'est ainsi qu'on m'a diagnostiqué la litose, également connue sous le nom de mauvaise haleine chronique. Il peut arriver que ça aille très mal, même avec le bain de bouche spécial que m'a donné mon dentiste. Comme si cela ne suffisait pas, tout le monde à mon école l'a remarqué. Le chewing-gum avait déjà été interdit dans mon école. Je ne pouvais donc pas m'en servir pour m'aider. Puis mes amis ont commencé à répandre des rumeurs à mon sujet. Certains ont dit que j'embrassais mon chien sur les lèvres. D'autres ont dit que je buvais dans les toilettes de l'école. J'ai essayé d'expliquer aux gens pourquoi mon haleine sentait si mauvais. Mais les gens pensaient que je mentais. Ils pensaient que je me trouvais des excuses pour ne pas me brosser les dents. Au lieu de cela, ils ont commencé à m'appeler par des noms comme tête de toilette et souffle de gobelin. Finalement, j'ai commencé à sécher l'école. Parfois, je faisais semblant de ne pas me sentir bien. D'autres fois, je suis rentrée en douce à la maison, juste après avoir été déposée. Ce n'était pas l'idée la plus brillante, je sais. Mais je ne supportais pas qu'on se moque de quelque chose sur lequel je n'avais aucun contrôle. Quand ma mère l'a découvert, elle était furieuse. Mais qu'est-ce que je devais faire d'autre? Je me suis donc assise et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Ma mère était toujours contrariée parce que je n'étais pas venue la voir plus tôt. Mais elle comprenait. Ma mère me réprimandait encore pour ce que j'avais fait. Mais nous sommes allés ensemble à mon école pour parler au directeur. Nous lui avons expliqué ce qui se passait de mon allergie inhabituelle aux moqueries incessantes. Il a été surpris. Personne n'avait attiré l'attention sur le problème, donc il n'avait jamais su qu'il y avait un souci. Au bout d'un certain temps, nous sommes parvenus à un accord. Je pouvais utiliser du chewing-gum pour me couvrir la laine et les enfants qui se moquaient de moi seraient convoqués pour parler. Il est toujours difficile de vivre avec une allergie aussi bizarre, surtout quand on ne dispose d'aucune information à ce sujet. J'espère que personne n'aura jamais à vivre cela, car je ne veux pas que quelqu'un se sente aussi seul que moi. Si vous avez aimé mon histoire, n'oubliez pas de vous abonner pour en savoir plus et découvrir d'autres histoires.